D'abord, saluer l'arrivée dans ce studio de Jean-Marie Beuzelin. Bonjour. Bonjour Jacques Pradel, bonjour. Vous êtes médecin, mais la médecine mène à tout, y compris à s'intéresser de très près à des histoires aussi anciennes que celle-là. Et surtout, vous avez publié à ce sujet une enquête. Alors, on verra comment vous avez enquêté sur le sujet. Atlantide, la cité disparue, c'est le titre du livre enquête donc, que vous publiez aux éditions Enfortas. Et première question, est-ce que vous êtes d'accord à peu près avec ce qui a été rappelé? Henri Gougaud a rappelé les grandes lignes. Oui, il y aurait peut-être 2 ou 3 petits points éventuellement à préciser. Mais dont on a besoin pour la suite, quoi. C'est ça oui, que je voulais pense. dire. Voilà. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'abord d'un des mystères majeurs de l'histoire de l'humanité. Comme Henri Gougaud l'a rappelé à juste titre, il vient de qui? De quoi s'agit-il? Il vient d'un auteur grec qui n'est pas n'importe qui est Platon, un des plus grands philosophes grecs de notre histoire. Ce grand philosophe écrit dans une trilogie dont un des livres a disparu, Hermocrate, ou peut-être n'a jamais été écrit, qui s'appelle le Timée et le Critias. Il nous décrit l'histoire, l'essor, et comme Henri Gougaud l'a rappelé tout à l'heure, l'engloutissement en un jour et en une nuit de l'Atlantide. Et il situe tout ça dans une période de 9000 ans avant qu'il l'écrive. Hein, il le tient effectivement par la tradition orale, par son grand-père, qui s'appelle Critias l'Ancien, ami de Socrate, qui lui-même détient ce texte, toujours par la tradition orale, par un des plus grands sages de la Grèce antique, qui s'appelle Solon. Solon a rencontré en Basse-Égypte un initié d'un grand temple, la ville de Saïs, qui a disparu depuis, et cet initié lui raconte quoi? Il lui raconte pas seulement l'histoire de l'Atlantide, il lui raconte l'histoire de l'humanité dans laquelle s'insère cette histoire de l'Atlantide. D'accord. Alors, maintenant, quand on a pris connaissance de ce que raconte donc Platon, vous dites, vous, au début de votre livre, il y a 3 hypothèses, quoi. La première, Platon raconte des choses qui sont vraiment passées, hein. Il y a une vérité historique derrière tout ça, même si c'est très ancien. La deuxième hypothèse, c'est un mythe, c'est une parabole, c'est un conte, celui du paradis perdu, mais je me tourne vers Henri Gougaud parce que c'est lui qui connaît ici beaucoup mieux ce terrain que moi. Mais tout de suite, Jean-Marie Beuzelin dit, oui mais alors, si c'est un mythe, un conte, une parabole, pourquoi est-ce que Platon est aussi précis que ça et insiste tellement dans ces 2 textes sur le fait que ce qu'il raconte est la vérité, c'est vraiment passé? Ben oui, mais c'est ce que disent tous les conteurs quand ils racontent une histoire, évidemment. Quand on raconte une histoire, on dit toujours qu'elle est vraie. Même si le public sait pertinemment que ce n'est pas le cas. Voilà. Mais le fait qu'ils disent qu'elle est vraie, à mon avis... Ça vous impressionne pas plus que ça? N'amène pas... Quoique, on peut... Je sais pas, moi je n'ai pas d'opinion sur la question. Alors, peut-être il dit vrai, peut-être pas, mais j'en sais rien. Alors on va voir ça ensemble, hein, de toute façon. Nous sommes partis à la recherche de l'Atlantide et peut-être bien qu'on va la trouver. Vous écoutez RTL. Les aventuriers de l'inconnu, Jacques Pradel et Henri Gougaud sur RTL. Et aujourd'hui, notre invité Jean-Marie Beuzelin, il a mené l'enquête sur l'Atlantide, la cité disparue. C'est le titre du livre, très beau livre et très belle enquête qu'il vient de publier aux éditions Enfortas. Alors Henri, en fait, j'ai même pas osé vous dire tout à l'heure, il y avait encore une hypothèse sur l'histoire de Platon, c'était de dire que les histoires qu'il avait racontées avaient été déformées par la tradition orale. Mais ça, je sais, quand on dit ce genre de choses, vous bondissez. Non, je bondis pas, mais enfin, j'essaie de rétablir les choses. Je veux dire, la tradition, ce qu'on appelle la tradition orale, c'est-à-dire la transmission de génération en génération par la seule parole, elle est fiable. Elle a toujours été fiable. Je cite toujours l'exemple du père de Gurdjieff qui était conteur et menuisier et qui chantait l'épopée Gilgamesh avant qu'on ne découvre les tablettes de Sumer. Et quand on les a découvertes, on s'est aperçu que c'était le texte. Voilà, et c'est vrai que c'est un exemple parmi des tas d'autres. La parole est sacrée quand on n'a que ça. J'en ai un qui me reste en tête toujours, c'est chez les Dogons, ces fameuses cérémonies qui ont lieu tous les 60 ans dans la culture Dogon, et on a pu vérifier finalement que ce que les Dogons racontent de leur origine, de leur cosmogonie au XXe siècle, eh bien, on en a eu des transcriptions faites par des missionnaires au 19e, et puis on a des traces de récits du 18e, et ils racontent effectivement toujours la même chose. Bon, voilà, donc mais le récit parce de que Platon... j'avais envie de vous énerver un peu au début de l'émission, hein, c'est tout. Oui. Alors, maintenant, Jean-Marie Beuzelin,
Si, imaginons, et on va prendre cette hypothèse-là, ce que raconte Platon est un récit à partir de faits réels, après on verra les bémols qu'il faut mettre, mais à ce moment-là, la meilleure façon de savoir si c'est vrai, il faut chercher. Mais où on va chercher? Tout à fait. Alors juste un petit mot auparavant, pourquoi j'insiste sur le caractère de véracité tel que Platon nous le raconte? Pour deux éléments, essentiellement. Le premier, n'en déplaise à notre ami Henri, c'est que Platon insiste à plusieurs reprises, et il le dit, je tiens cela pour vrai, et aussi incroyable que cela puisse paraître. C'est le premier point. Naturellement, si ce n'était pas Platon, on pourrait peut-être balayer ça d'un revers de main. Mais de qui s'agit-il? Je l'ai dit tout à l'heure, le plus grand philosophe grec de l'humanité, un des plus grands. Mais pas seulement. Un homme qui a eu un parcours sur le plan de la vie extraordinaire. Rappelons qu'il a fréquenté les milieux pythagoriciens. Rappelons également qu'il a été entravé, qu'il a été esclave, qu'il est revenu et qu'à un âge avancé, il a fondé une académie de sciences. Et sur le fronton, qu'avait-il de marqué? Nul n'est géomètre, nul ne peut entrer ici, s'il n'est point géomètre. On a affaire à quelqu'un de rigoureux. Voilà pourquoi. Et en plus, qui écrit ça à la fin de sa vie, donc exactement. On dit, pourquoi mentir? Je ne veux pas jouer l'avocat du diable, mais c'est peut-être Critias qui a... Ah, alors, on parlera de Critias tout à l'heure, si vous voulez bien. Moi, je voudrais qu'on commence à chercher l'Atlantide, puisque c'est ça quand même le propos, c'était ça votre enquête. Alors, la première piste, elle est en Méditerranée, elle tourne autour d'une île qui s'appelle Santorin, quoi. La première chose, c'est qu'une enquête se mène sur 3 points, telle que l'enquête que je l'ai menée. Le premier point, on y revient, c'est les 2 textes, Timée et Critias de Platon. C'est Platon. Le deuxième élément, qui est relativement important, c'est la compilation scientifique, littéraire et ésotérique auquel l'Atlantide a donné lieu. Parce que, je le rappelle, il y a eu de maints écrits depuis à peu près la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle. Là, c'est pas une affaire récente. Une compilation scientifique de toute nature, historique, archéologique, linguistique également, il ne faut pas l'oublier. Des géologues et des experts et des fonds marins s'y sont penchés. Troisième élément, je me suis rendu sur le terrain. Et c'est après m'être rendu à la fois en Crète, à côté d'Héraclion, ça s'appelle Knossos. C'était la capitale de la cité minoenne, une cité absolument magnifique, superbe. On retrouve encore les rues, on retrouve encore le pavement, on retrouve encore l'arc qui présidait. Et c'est ensuite, après ce voyage, où je me suis rendu à Santorin, où là, à Santorin, on a découvert en 1967 une ville intégralement intacte, qui s'appelle Akrotiri, recouverte par les cendres. Et là, je me suis dit, l'Atlantide, tout le monde dit que c'est à Santorin. Bon, on va commencer un petit peu à y réfléchir. Oui, d'autant plus qu'à Santorin, en fait, on avait dit, c'est des vieux souvenirs là, Henri, mais que c'était l'explosion du volcan qui avait créé le tsunami, quoi, et le tremblement de terre. Le problème, c'est il y a une histoire de date sur laquelle Jean-Marie Beuzelin revient longuement dans son livre, c'est que manque de chance, quoi, le volcan, il a explosé vers 1500 ans avant notre ère, en gros, et selon Platon, ils auraient disparu les Atlantes vers au moins 2000 ans, 2 ou 3000 ans avant, quoi. Transmis, c'est 9000 ans qu'on s'appelle avant notre ère. Ça fait beaucoup quand même. Donc là, ça pose un petit problème quand même. Bon. Alors, vous avez ça, dans votre enquête, vous dites là, la Crète, c'est une bonne candidate pour être un des vestiges de cette Atlantide qu'on recherche. Première candidate. D'accord. Une civilisation absolument merveilleuse, un tsunami qui l'a fait disparaître très rapidement, qui l'engloutit. Mais enfin, la Crète n'est pas au-delà des colonnes d'Hercule. Alors, voilà pourquoi j'ai mené l'enquête, mon cher Henri, c'est que ensuite, voyant que la Crète n'était pas aux colonnes d'Hercule, je me suis interrogé sur ce qui avait pu, à l'instar d'autres scientifiques, faire disparaître la Crète. Et on revient au fameux volcan de Santorin dont parle Jacques Pradel, et c'est le volcan de Santorin qui a explosé, qui a non seulement morcelé, fait éclater cette île de Santorin. Pour ceux qui ne connaissent pas, je rappelle une petite île qui fait actuellement 18 km, 22 sur 18 km, qui était ronde initialement et qui a été fragmentée et qui ressemble grosso modo à un croissant de lune inversé. Bref, tout ça pour dire que ce volcan a explosé à Santorin et qu'il a détruit Santorin et également la Crète, mais que la découverte de la ville d'Akrotiri a fait qu'on a déplacé le lieu potentiel de l'Atlantide de la Crète à Santorin. Et ça semblait, entre guillemets, corroborer les dires, du moins pour certains scientifiques, les dires de Platon. Sauf que, si on peut résumer un petit peu la pensée de Platon, en 3 choses essentielles. Il nous parle, vous l'avez tout à l'heure souligné Henri, il nous parle du fameux goulet
qui sont les colonnes d'Héraclès, les colonnes d'Hercule, qui pour l'ensemble de la tradition antique de ce bassin méditerranéen, c'est le détroit de Gibraltar, pour l'essentiel. Mais nous n'y étions pas il y a 9000 ans, donc peut-être que ça a bougé. Premier point. Deuxième point, il parle d'une île, on y reviendra certainement, avec aux dimensions très importantes. Santorin ne peut pas, qu'on s'appelle, postuler à ce titre-là. L'île est très petite. Et troisième élément, il parle effectivement de cette civilisation qui, à partir de là, serait passée d'île en île. Ça, effectivement, c'est possible. Et ça va amener, mais dans un instant, parce qu'on va faire une pause, à une autre hypothèse. On a longtemps cherché, et on continue à chercher les traces de l'Atlantide en Méditerranée. Et si c'était en Atlantique? Ah, pourquoi, comment, dans un instant. Vous écoutez RTL. Les aventuriers de l'inconnu, Jacques Pradel et Henri Gougaud sur RTL. Et les aventuriers de l'impossible aujourd'hui sont à la recherche de l'Atlantide avec notre invité Jean-Marie Beuzelin qui vient de publier son enquête réalisée donc comme il nous l'a dit tout à l'heure sur le terrain. Enfin en tout cas il s'est pas mal déplacé sur les lieux supposés qui pourraient être des vestiges de l'Atlantide. L'Atlantide, la cité disparue, c'est le titre de son livre. Alors vous Henri, parce que je vous vois avec une espèce de petit sourire rentré depuis tout à l'heure. Pas du tout, mais bon. non. Je suis content d'être là, c'est tout. Vous suivez, oui, mais après, je vais vous poser moi j'ai plein de questions à vous poser sur qui étaient ces gens, ces Atlantes, pourquoi dit-on qu'ils auraient été dépositaires d'un savoir, etc. Est-ce qu'on peut faire des liens entre eux? Est-ce qu'il y a eu un héritage des Atlantes du côté de l'Égypte? Je ne sais pas. Ce que je crois savoir, c'est qu'il y a eu quand même, à peu près dans toutes les traditions, en tout cas occidentales, des îles des bienheureux, des Eldorado, des lieux mythiques, évidemment, mais qui donnent l'image d'une société parfaite, ouais. D'une société vers laquelle il faut tendre, des utopies. Il y en a plein les livres d'histoire de ces utopies, de ces îles des bienheureux, de ces îles d'immortalité aussi. Ouais. Même Christophe Colomb, quelques-uns de ses compagnons ont situé le paradis terrestre aux Amériques. Ils ont dit qu'ils étaient allés au paradis terrestre et que c'était là une terre de bonheur perpétuel, etc. Bon, ce rêve de la société idéale, en fait, ce rêve de la société idéale est universel. Alors, on peut dire que l'histoire de l'Atlantide s'inscrit dans ce rêve-là, universel, ou alors que... Mais l'un n'empêche pas l'autre, en fait. Oui, mais alors moi, c'est pour ça que j'étais très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui, Jean-Marie Beuzelin, parce que moi, quand je lis des histoires comme ça me démange toujours d'aller sur les terrains, parce que Platon, il dit quand même plein de choses, il donne des indications très précises, il parle il parle de la civilisation, de la culture et d'un certain nombre de choses, et on se dit, on pourrait, et il parle d'un métal, Henri l'a dit très rapidement tout à l'heure, qui est une sorte d'alliage, et on va voir qu'au cours de votre enquête, il y a quelque chose qui rappelle tout ça. Et puis, est-ce qu'il parle d'ailleurs de l'apparence physique des Atlantes? J'ai oublié. Je me souviens plus. Il n'y a pas de description très précise physique, à ce niveau-là. Mais vous avez un bon candidat. Vous avez des bons candidats qui pourraient être des descendants des Atlantes. Alors, je dis ça, c'est pour allumer la curiosité de ceux qui nous écoutent. Voilà. Les grands blonds aux yeux bleus d'1m80, vous vous rendez compte? Ah oui. C'est pas très méditerranéen tout ça. Hein, oui. Mais ça se trouve quand même. Bon, alors, on revient dans le chemin. Du côté de l'Atlantique, et vous expliquez dans votre livre, Jean-Marie Beuzelin, que justement, si on se pose la question de savoir s'il n'y a pas eu alors un continent ou une grande île côté Atlantique, peut-être qu'il y a des traces de tout ça en Espagne. Et il y a un scientifique qui s'est posé la question de savoir à quoi ressemblait cette région du monde, c'est-à-dire la Méditerranée, le Proche Atlantique, l'Espagne, à peu près au moment de la dernière glaciation. Tout à fait. Juste un mot pour dire qu'il y a plusieurs pistes. On a pris bien sûr la piste Crète, la Santorin, on ne va pas toutes les examiner. Il y en a qui sont largement, tout le monde à votre livre. Il y en a qui sont largement farfelus, mais d'autres, en posant comme postulat que qu'une des clés essentielles de localisation était liée aux fameuses colonnes d'Hercule que soulignait Henri Gougaud tout à l'heure. Donc, ils se sont dit, on ne peut pas aller au-delà de Gibraltar. Ça se passe autour de Gibraltar.
Et un chercheur du CNRS, donc marseillais, Colin Gérard, s'est penché sur cette question-là, a examiné, comment ça s'appelle, les phénomènes qui avaient eu lieu, les remaniements qui avaient eu lieu, en particulier lieu à la glaciation, donc il y a à peu près 10-12 000 ans, Parce qu'il y a eu une globalement. montée des eaux. Exactement, et voilà. qui fait que la configuration actuelle n'était pas celle de l'époque. Et il nous dit, il y a dans le détroit de Gibraltar, entre les deux caps, d'un côté, pour faire vite, le cap espagnol Gibraltar, et puis le cap Spartel du côté donc marocain, il y a une île qui autrefois, qu'on s'appelle, était une vraie île. Maintenant, elle est enfouie sous l'eau. Ça s'appelle les îles du cap Spartel. Cette théorie, donc, à l'aval également d'autres chercheurs qui ont cherché dans cette zone-là, qui ont trouvé qu'effectivement, c'était une possibilité. On se heurte de nouveau, si on mène une enquête d'après le texte de Platon, je me le répète, si on s'en tient aux éléments que nous fournit Platon, on se heurte à d'autres paramètres qui ne corroborent pas cette hypothèse. Bien sûr que ça se situe au niveau du détroit de Gibraltar, pas de doute là-dessus, mais pour qui connaît la zone, les îles du Cap Spartel, elles sont minuscules. Oui, il n'y a pas de place pour une grande île. C'est impossible. La Libye plus l'Asie. On est très loin des dimensions telles que Platon nous raconte. Qui plus est, elles n'ont jamais été habitées. Donc ce n'est pas possible. Alors d'autres chercheurs ont parlé de cette cité mythique, et peut-être qu'Henri Hugo nous en dira un petit mot, qui s'appelle Tartessos, une espèce de cité mythique, donc qui serait globalement entre Séville et Cordoue, dont on a découvert un certain nombre de trésors. On ne sait pas si c'est les Phéniciens qui les auraient apportés ou d'autres populations. Mais là encore, où est l'effondrement? Où se situent réellement tous les éléments par rapport au texte de Platon? Quand on mène une enquête par rapport à un postulat. On peut mener une enquête ésotérique, on prend un postulat, peu importe, on essaie d'y corroborer. L'enquête de ce livre, en fait, vise à essayer de trouver une localisation possible de l'Atlantide, telle que nous l'a décrit Platon, puisque c'est le seul auteur qui nous la raconte. Donc une très grande île du côté de l'Atlantique qui se serait effondrée à la suite d'un certain nombre de problèmes, pas forcément uniquement, dont on ne retrouve pas les traces, peut-être à cause d'autres phénomènes physiques qui se sont déroulés depuis. Les Açores auraient été un bon candidat. Alors les Açores, entre autres, parce que revenons un petit peu à ce que nous dit Platon sur la dimension. Platon ne nous donne pas l'entière dimension, les entières mesures. Plus Asie. Alors ça, c'est un des premiers éléments. Le deuxième élément, c'est qu'il nous donne par contre des précisions. Alors là, c'est sur le nombre mathématique sur le nombre de royaumes qui y sont, et surtout sur la plaine. Cette fameuse plaine de l'île mythique de l'Atlantide, on ira peut-être sur le mot Atlantide, parce que Henri, tout à l'heure, a soulevé quelque chose d'intéressant. Mais sur cette plaine, on est à peu près à 190 000 km². Vous savez ce que c'est, 190 000 km²? C'est le territoire du Sénégal. C'est 2 fois le Portugal, c'est un tiers de la France, pour la plaine. Et il nous dit, dans une description très 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 précise, qu'elle est entourée de très hautes montagnes. Et il va sans dire, cher Jacques Pradel, qu'on peut se dire à ce moment-là, les Açores, pourquoi pas, cette zone-là, on est en face, on n'est pas loin du Golo, etc. Et pourquoi pas, Oui, d'accord. Voilà, donc on avance comme ça à petits pas. Alors, on ne va pas vous raconter tout le bouquin et toute l'enquête. On va faire une nouvelle pause, mais après, il va falloir nous parler de la découverte quand même que vous avez faite au cours de cette enquête, avec un peuple qui a des descendants, en tout cas, enfin les descendants d'un peuple, si je remets tout ça dans l'ordre, qu'on appelle les Guanches. Un peuple très mystérieux, mais que... Blonds aux yeux bleus. Oui, enfin, les ancêtres étaient en tout cas blonds aux yeux bleus. Vous seriez pas un peu Atlante, non? Ah, écoutez, là, je sors mon joker. À tout de suite. Vous écoutez RTL. RTL. Jacques Pradel, Henri Gougaud, les aventuriers de l'inconnu. Atlantide, la cité disparue, c'est le titre du livre, Henri, de notre invité Jean-Marie Beuzelin, qui a mené l'enquête à partir donc du texte fondateur, finalement, des textes fondateurs de Platon que vous rappeliez tout à l'heure. Et puis avec ça, évidemment, il s'est aussi beaucoup documenté sur ce que d'autres chercheurs ont pu émettre comme hypothèse depuis. Et justement, je voudrais faire une petite parenthèse, Jean-Marie Beuzelin, mais alors il y a des chercheurs farfelus, hein, comme partout, il y en a qui vont dire, ben oui, si les Atlantes sont nés d'un dieu et d'un terrien ou l'inverse, c'est donc, bien sûr, c'était les extraterrestres qui avaient donc leur base arrière là, à cet endroit-là. Bon. Oui, mais bon, ça, on n'y était pas et on n'a pas trouvé de preuves. Bon. Mais en même temps, il y a, au-delà de chercheurs quelquefois un peu fantasques, des tas de gens, et il y a chaque année des colloques internationaux. Vous avez participé à l'un de ceux-là, non? Oui, à Santorin, d'ailleurs, je crois.
C'était en 2011. Est-ce qu'on peut dire combien il y a de chercheurs au monde qui sont passionnés par cette question? Je n'ai pas le chiffre quand même par. Je n'ai pas le nombre, mais c'est des milliers de chercheurs. C'est des milliers de chercheurs, c'est pas des centaines. Et ce qui frappe, Jacques, c'est que en fait, ça recoupe beaucoup de disciplines, parce que on l'a un peu suggéré tout à l'heure, mais c'est à la fois des linguistes, mais également des archéologues, des géologues, des géophysiciens, des spécialistes des fonds marins. On n'a pas évoqué tout à l'heure le commandant Cousteau qui avait plongé au large de Santorin à sa grande époque. Bref, on a donc un ensemble d'une communauté scientifique, toute discipline, qui cherche. Et pourquoi elle cherche? Parce que on revient un peu à ce que disait Henri tout à l'heure, c'est que c'est à la fois quelque chose qui nous parle peut-être de nous-mêmes, qui est enfoui, et en même temps il y a un mystère. Donc, on en vient quand même aux questions décisives là maintenant. Elle est où, cette île? Qu'on puisse organiser un voyage, je ne sais pas, qu'on puisse alerter les agences de voyage, les touristes et tout ça. Cher Henri Hugo, je n'ai pas encore monté une agence de voyage, mais je sens que vous êtes prêt à prendre votre billet. Donc, où est-elle? Elle est, en ce qui me concerne, c'est la proposition que je fais dans le livre, au-delà du Goulet, donc elle est située dans l'Atlantique. Pour plusieurs raisons. C'est parce que le Goulet est signifié, que les dimensions, on l'a évoqué tout à l'heure, sont telles qu'on ne peut la situer que là. Et qui plus est, on a donné son nom à l'océan quand même. Qui plus est, ça a donné le nom à l'océan également. Le premier fils de Poséidon et de Clito la mortelle, donc qui s'est marié avec Poséidon, s'appelle Atlas, le fameux colonne d'Atlas. Nous sommes dans une zone où finalement il y a une espèce de, on va dire, de concomitance de faisceaux convergents, dont au moins 3 essentiels, à mon sens. Le premier, c'est que nous avons là-bas, en Atlantique, 3 archipels. Celui des Açores, celui de Madère et celui des Canaries. Ces 3 archipels constituent un ensemble montagneux excessivement important et en quelque sorte se complètent. On ne va pas rentrer dans les détails, mais d'après les descriptions que fait Platon, on trouve des sources chaudes et des sources froides aux Açores. On trouve, et tout le monde le sait, Madère, c'est le jardin de l'Atlantique. Tout y pousse. Fruits aussi bien occidentaux que tropicaux. La nature est généreuse. Aux Açores, il y a la pierre blanche, noire, la lave, blanche, noire et rouge. Exactement. Dont parle tout à fait, les couleurs dont décrit Platon. Et aux Canaries, on a un archipel relativement important avec, c'était un peu ce qui était dit tout à l'heure, une surprise lorsque j'ai enquêté, une surprise très importante, c'est qu'il y a un peuple aborigène qui s'appelle Los Guanches, les Guanches, qui est issu, qui n'a été découvert qu'en 1402 par un condottière normand, Jean de Bettencourt, un Français, un Normand, qui part là-bas en 1402, atterrit, les découvre, tout se passe bien dans un premier temps, la couronne d'Espagne, il se met au service de la couronne d'Espagne, et les choses tournent mal ensuite, mais il faut pratiquement un siècle pour soumettre cette population-là, qui était répartie dans les différentes îles, et qui avait une particularité, on va dire 3 particularités invraisemblables. Je dis bien invraisemblables. La première, un morphotype très particulier, plutôt blond, les yeux bleus et grands. Les chapelains, vous savez, les chapelains, ce sont ceux qui accompagnent les condottières lorsqu'ils vont, qu'on s'appelle conquérir, décrivent, ce sont des abbés, ils décrivent, et ils décrivent très précisément, au jour le jour, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont senti, ce qu'ils ont mangé, etc. Ils le décrivent, ils sont grands, blonds, aux yeux bleus, ils sont plus grands que nous. Premier point. Deuxième point très important, aucun n'est marin. Je connais peu d'îles au monde, pour avoir un petit peu voyagé, où les gens ne sont pas marins, peu ou prou. Ils n'ont aucune connaissance de la navigation. Il n'y a aucune trace dans ces îles de barques, de bateaux, de quoi que ce soit. D'accord. Troisième élément, on pourra le faire un petit peu plus large, ils ont un système matriarcal très puissant, où la femme jouait un rôle très important. Outre sa beauté, nous disaient qu'on s'appelle ceux qui ont traduit finalement l'ensemble de ce qu'ils avaient découvert, outre sa beauté, elle participait de manière très importante, qu'on s'appelle, à la vie des différentes communautés. Donc on a des communautés qui sont les Guanches, qui sont sur les 7 îles de l'archipel, et qui ont ensuite, une dernière chose, et là on peut encore, j'invite tous ceux qui se rendent aux Canaries à se rendre dans les différents musées des différentes îles, disais-je, ainsi que sur les sites qui existent, il y a un système de momification. On retrouve encore des momies avec des cheveux en particulier, des différents Guanches. Ouais. Et cette technique de momification est très proche, elle diffère par quelques petits aspects, de celle des Égyptiens. Voilà. Mais est-ce qu'ils ont une tradition orale, est-ce qu'ils ont des mythes, est-ce qu'ils ont une langue particulière d'abord? Ils ont une langue tout à fait particulière. On pourrait même dire qu'ils ont 2 langages. Ils ont un langage... Alors,
lorsqu'on parle, on va revenir un petit peu à ce que disait tout à l'heure Jacques Pradel. On parlait d'un morphotype, grand blond aux yeux bleus. Beaucoup se sont dit ce sont des Nordiques, ils viennent du Nord, etc. Oui, les Vikings. oui, Vikings, grand pourquoi commun. Sauf que, grand commun. de l'ordre de 1m80 à peu près, pour l'époque. Oui, mais c'est même pas un joueur de basket, ça. À l'époque, il me semble, Henri, qu'on n'y jouait pas. Mais enfin, bon, peut-être me trompais-je. Donc, et alors donc, un morphotype particulier, Ouais. beaucoup se sont dit, ce sont les Nordiques. Ouais. Non, pas du tout. Lorsqu'on a fait l'examen des groupes sanguins, ces groupes sanguins ainsi que la langue se rapprochent des tribus libyennes et berbères du continent. Ah, mais bon sang, mais c'est bien sûr. Et puis alors, il y a une chose sur laquelle je voulais vous demander une petite précision juste avant la pause qui arrive, qui sera la dernière. Le fait que ces gens n'aient pas de bateau, n'aient aucun goût pour la mer, est-ce que ça peut être la marque d'une sorte de traumatisme, on va dire, plusieurs fois millénaire, quand on vient d'une civilisation qui a été engloutie, comme le dit Platon en tout cas, des Atlantes, bah, finalement, ça fait pas des peuples de marins parmi les survivants, quoi. Hein. Oui, mais normalement, on devrait trouver la trace de l'Atlantide, de la catastrophe, dans leur mythe, dans leur récit, dans leur histoire. On en parlera tout à l'heure. Vous écoutez RTL. Les aventuriers de l'inconnu, Jacques Pradel et Henri Gougaud sur RTL. Et avec notre invité, donc aujourd'hui, Jean-Marie Beuzelin, qui publie aux éditions Enfortas Atlantide, la cité disparue, qui est, on l'a compris, une enquête, hein, puisque cette enquête vous a mené dans différentes îles de Méditerranée, et vous a mené également à faire la découverte donc de l'existence de ces lointains descendants d'un peuple qui avait été pour la première fois rencontrés par les conquistadors, quoi. Donc voilà. Et ils sont grands, blonds, aux yeux bleus. On les a trouvés. On a trouvé des parentés de certains groupes humains qui se trouvent à peu près répartis dans tout ce qui pourrait être des vestiges encore émergés de ce cataclysme. Et Henri Gougaud, vous demandez, mais alors est-ce que quand on vit un cataclysme comme ça doit se retrouver dans les contes, les mythes, les légendes, ça marque profondément un peuple. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce côté-là? Tout à fait. Les abbés donc, qui ont accompagné donc, les condottières, les conquistadors, comme vous disiez, Jacques, donc, ont tout noté, et en particulier ont noté les traditions de ce peuple-là, donc aussi bien sur le plan, je vais dire, des choses basiques, de l'habitat, etc., mais également sur le plan de leur religion, entre guillemets, au sens le plus large du terme. Et il y a une histoire dans ces peuples blanches qui raconte qu'un jour, il y a eu un cataclysme terrible qui a enseveli les différentes îles et que certains d'entre eux se sont réfugiés dans les plus hautes montagnes qui n'étaient pas atteintes par les tremblements de terre et qui ont survécu. Cette tradition est une tradition, on revient un petit peu à ce qu'on disait tout au début de l'émission, une tradition orale qui est transmise. Et il faut dire que ce qui frappe lorsqu'on visite les différentes îles, parce que il n'y a pas d'allusion au déluge. Non, il n'y a pas d'allusion au déluge tel qu'on l'entend, tel qu'on le connaît, par exemple. Mais on le sait, beaucoup de traditions antiques reprennent l'idée du déluge tout en se l'appropriant avec ses propres perspectives et sa propre histoire également, sa propre vue du monde, on pourrait dire, au sens le plus large du terme. Et donc ces aborigènes, ces Guanches, parce qu'ils sont isolés d'île en île. Je rappelle quand même à ceux qui ne connaissent pas les Canaries, cette île des Canaries, que certaines sont distinctes avec un tout petit détroit de 25-30 km, ça paraît insensé qu'entre Lanzarote, par exemple, et Fuerteventura, on ne puisse pas aller avec un bateau, même de manière très, très, très simple et simpliste. Ça paraît presque insensé. Entre le sud de Tenerife, par exemple, et la Gomera, il y a 40-50 km, il y a plus. Donc, ces populations-là, donc, est une population à type matriarcal, qui véhicule donc l'histoire de ce qui aurait pu être arrivé. Et c'est vrai que, en corroborant à la fois, alors là, ce sont des données scientifiques. Les Américains ont posé 5 bouées d'Art. Alors, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais je vais expliquer très rapidement ce que c'est. Dans tout l'océan Atlantique, entre les Açores et les Canaries. Qu'est-ce que c'est des bouées d'Art? Ce sont des bouées qui sont une au fond de la mer et d'autres qui sont à la surface de la mer et qui, grâce à un réseau satellitaire, donnent quelle information? Et donnent l'information si un tsunami va avoir lieu. Je rappelle que toutes ces îles, ces 3 archipels, sont excessivement montagneux. Le TID, par exemple, qui est le plus haut sommet des Canaries, fait 3800 mètres, pratiquement.
et avec une base de 3000 mètres. Mais il en est pour toutes ces îles. Donc on peut penser qu'un cataclysme terrible, quel est-il? De quelle nature est-il? On ne le sait pas. Des chercheurs cherchent toujours. Ils se sont interrogés en particulier sur une pierre qu'ils ont trouvée qui s'appelle la tachylite, une espèce de lave vitrifiée. En sachant deux choses essentielles, c'est que cette lave vitrifiée, elle ne peut que se vitrifier qu'à l'air libre. Ils l'ont trouvée au fond de la mer, premier point. Et deux, en moins de 15 000 ans, elle disparaît. Donc ça veut dire qu'elle a moins de 15 000 ans. Donc ça nous ramène à la période dont vous parlez. Un mot, parce que j'ai peur qu'on oublie finalement. Vous citiez tout à l'heure ce métal dont Platon parle. Oui. Vous savez, dans son texte, j'ai oublié évidemment L'oricalque. Voilà, oui. Alors, il faut dire, vous parlez dans votre livre, on a trouvé les vestiges d'un bateau coulé il y a très très longtemps, et il y avait des lingots d'un drôle d'aspect dedans. On les a étudiés, et qu'est-ce qu'on a trouvé? Alors, le fameux oricalque, donc, dont on a pensé très longtemps que c'était de l'ambre. Voilà pourquoi que certains ont situé l'Atlantique en Norvège, parce que la couleur pouvait y ressembler. Oui, mais c'était doré comme de l'or. Voilà, doré comme de l'or, avec une espèce de couleur un peu brillante. Ouais. Et c'est un alliage inconnu, il faut le savoir. L'alliage n'est pas donné par Platon, c'est un alliage totalement inconnu, paraît-il d'une espèce de richesse extraordinaire. Et un bateau aurait été trouvé au large de la Sicile par des chercheurs italiens, et ils sont toujours en train d'examiner qu'on s'appelle des lingots, parce que ce sont des lingots qu'on a trouvés. Voilà. On a vu que c'était fait à 70 ou 80% de cuivre. Exactement, le cuivre est majoritaire, avec mais que ça avait un aspect très proche des descriptions de Platon, quoi. Je disais ça parce que j'aime bien en rajouter un petit peu, surtout vers la fin de l'émission. Alors, maintenant, donc, un cataclysme, on ne peut pas en dire plus, mais vraisemblablement un énorme tremblement de terre, et puis bon, un ensevelissement, etc. Peut-être doublé d'un tsunami, enfin bon. Il nous reste vraiment 3 minutes avant la fin de l'émission. Il faut nous dire comment le savoir et quel savoir des Atlantes aurait pu être transmis à qui? Et on pense aux Égyptiens à cause de ce que vous avez dit tout à l'heure sur la momification. Est-ce que ce serait cohérent que des Atlantes se soient trouvés en Égypte? Alors, la question, en fait, recoupe un peu ce que nous raconte Platon. Platon nous parle, lorsqu'il parle de l'Atlantide, de 3 éléments. Premièrement, c'est une île. 2, c'est une cité royale au sein de cette île. Et troisième chose, c'est un empire. Donc, les Atlantes... Donc il y a des colonies, sont partis, des colonies. Oui, voilà. On fait des comptoirs entre guillemets. Ils n'étaient pas marins, mais ils voyageaient. Voilà, ils voyaient. Les Atlantes étaient marins. Ils avaient une armée. Étaient marins. Je parle pas des Los Guanches, des Guanches. De leurs descendants. Comment vous les appelez, les Guanches? Les Guanches. Donc ils ont créé des comptoirs. Ces comptoirs ont été créés sur les différents continents. Et on peut même penser, certains chercheurs se sont interrogés sur la création des pyramides de l'autre côté. Côté Amérique du Sud. Du côté américain, quel est le savoir dont ils ont bénéficié pour pouvoir les ériger? De l'autre côté, chez les Mayas, vous voulez dire? Exactement, chez les Mayas, chez les Olmecs, etc., chez toutes ces populations qui sont relativement méconnues encore. Pourquoi? Parce que lorsque Platon nous fait la description de l'Atlantide, il nous raconte qu'on peut passer sur le continent, on peut penser que c'est globalement le continent africain et européen, et de l'autre côté, il nous parle qu'on peut aller d'île en île et retrouver une autre terre. Pas mal, non, quand même, c'est pas mal. Comme démonstration. C'est Franchement, pas mal. Moi, ce que je retiens et ce qui m'attire dans tout ce que vous racontez, c'est justement ces Guanches. Guanches, c'est ça, hein? Los Guanches, les Guanches. Guanches. Parce qu'ils doivent quand même avoir une mémoire, une tradition orale. Je suis étonné, personne n'a enquêté auprès d'eux, ne les a interrogés sur leurs coutumes, leurs traditions, leur histoire, leur mémoire. Il manquait un Gougo, il faut que vous l'emmeniez pour votre prochaine expédition. Ah non, mais vous êtes partant, hein, de toute façon. Oui, bien sûr. Eh ben voilà, il est partant. Voilà, on vous a évité le triangle des Bermudes, messieurs dames. Hein. Parce que c'est vrai qu'à un moment, il y a eu l'hypothèse que l'Atlantide se trouvait au fond du triangle des Bermudes. Mon il y a déjà du monde, quoi. Voilà. Bon, ça n'avait aucun intérêt. Donc, on n'en a pas parlé. Je vous remercie beaucoup, Jean-Marie Beuzelin, et je recommande vivement à ceux qui s'intéressent, comme nous, à toutes ces histoires impossibles. Votre livre est paru donc aux éditions Enfortas, Atlantide, la cité disparue. Merci beaucoup. Excellente lecture pour l'été, d'ailleurs. Et nous, on retourne dans notre caverne, celle de Platon peut-être, voilà. D'ailleurs, ça ne doit pas être sympa. Oui, il y a longtemps qu'on n'y est pas allé. Merci à tous les deux. Vous écoutez RTL.